Alors, ce fameux tapis hooké d'Abigail Smith, il est arrivé comment au musée du Nouveau-Brunswick? C'est toute une histoire. Il se trouve au musée depuis 1944 et on a eu vent de son existence parce qu'il était en vente chez un antiquaire du Maine. Il s'est retrouvé dans le Maine à cause de la confusion au sujet de sa provenance. Quelqu'un a pensé que le tapis venait des États-Unis. On a supposé que le tapis venait de l'État du Maryland et qu'il serait beaucoup plus facile de le vendre dans ce pays. Mais après quelques recherches, on s'est rendu compte qu'en réalité, il venait du Nouveau-Brunswick. Après un appel à la contribution, deux dames très généreuses nous ont donné de l'argent pour l'acheter. Une somme importante à ce moment-là parce qu'en 1944, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas finie et l'argent se faisait rare. Il faut se rappeler aussi qu'une partie du musée avait été réquisitionnée comme quartier général de l'armée à Saint John, ce qui ajoute de l'intérêt à cette histoire. Ma première mission directe, si je peux dire, au service du tapis d'Abigail Smith, à la suite d'une demande de l'Héritage Rug Hooking Guild pour l'exposition de 1995 à Fredericton, il a fallu tout coordonner et bien examiner le tapis parce qu'il était extrêmement fragile. Et il est confectionné à partir d'un morceau de jute ou une, je ne sais pas trop, ce point est encore débattu. D'après mes souvenirs, quand on a regardé le tapis pour la première fois, on a vu qu'il avait eu des réparations. Il fallait prendre des décisions. Les réparations les plus récentes avaient été faites, je crois, alors qu'il était encore chez l'antiquaire dans les années 1940. Des morceaux de toile de sac plus neufs avaient été fixés à l'arrière pour réparer. On avait passé le hookage au travers la grosse toile d'origine. Il fallait commencer par retirer les morceaux les plus récents. Le tapis était tellement fragile qu'on n'osait même pas le rouler, de peur que la toile lâche. C'est pourquoi on a décidé de fabriquer une sorte d'encadrement à coffrage pour le transporter dans une fourgonnette bien à plat à l'arrière. Je me souviens de l'avoir transporté tel quel jusqu'au Centre national d'exposition. À cet endroit, je n'arrêtais pas de le raconter. C'était presque comme à l'église. Dans ce temps-là, les gens faisaient des genuflexions devant le tapis. Ils éprouvaient une sorte de vénération pour cet objet dont ils entendaient parler depuis des années. Ils le connaissaient pour l'avoir vu parce qu'ils illustraient des artistes et des ouvrages sur l'histoire du tapis hooké. Pour moi, c'est un de ces moments très émouvants qui m'ont permis de comprendre l'influence qu'un tel objet pouvait avoir sur les gens, sur ce qu'ils comprenaient, sur ce qui les poussait à vouloir confectionner des choses et à vouloir s'inscrire dans une tradition toujours vivante. Je me souviens aussi que le tapis n'a été exposé qu'une seule journée à Fredericton. C'est ce que nous avions décidé à cause des conditions climatiques. On était en février, je crois. Donc, en revenant de Fredericton, j'ai eu ce gros problème avec la voiture à Petersville Hill, entre Fredericton et Saint John. Et entre Fredericton et Saint John, le tableau de bord clignotait de partout. Dans le rétroviseur, j'ai vu un énorme nuage de fumée. Je me suis demandé, est-ce que je sauve ma peau ou le tapis? Il faut que je sauve le tapis parce que sinon, on va me faire la peau. Heureusement, ce n'était pas aussi grave que je le pensais, mais il faisait très froid pour attendre le camion de remorquage. C'était la noirceur totale à C'était la noirceur totale à Petersville Hill. Mais je rapportais le tapis à Saint John.
Moi, je me souviens de l'avoir écouté raconter ce qui s'était passé et de m'être dit « Non, on ne t'aurait pas tué, on t'aurait juste attaqué avec des crochets et des ciseaux. » C'est pourquoi j'ai un lien très fort avec le tapis au crochet d'Abigail Smith. Un lien qui remonte maintenant à plus de 20 ans. Oh là là, oh mon doux. Et ça fait plus de 20 ans même, non? Je crois que c'est à cette exposition qu'on a lancé l'idée de faire une réplique, à cause de la grande fragilité du tapis, pour pouvoir partager tout ce qui était intéressant dans la pièce d'Abigail Smith en rendant la réplique accessible. Et c'est ce qui s'est passé. Parmi les gens qui sont venus à cette exposition, certains doivent s'en souvenir, il y avait quelqu'un qui pensait avoir un lien de parenté avec Abigail Smith. Mais les gens s'intéressaient réellement au tapis. Bien sûr, il y avait toute la communauté des artisanes et des artisans du tapis hooké, peu nombreuses alors, mais suffisantes pour créer un sentiment presque sacré à l'arrivée du tapis. En fin de compte, il a été décidé de confectionner la réplique. Et ça a pris 2 ans et demi. Évidemment, la recherche était une partie du travail qui revenait au musée. Pour les motifs, on a regardé. Enfin, moi j'ai regardé dans de vieux catalogues pour femmes. Tu me les as rapportés. Tu me les as rapportés. Ou d'autres publications de ce genre. On a pu déterminer que certains motifs provenaient en fait de marquoires, mais c'est à peu près tout. Et on se posait des questions au sujet de la colombe, de sa signification sur le tapis, et aussi au sujet de l'aigle américain, qui a probablement été vu comme une confirmation de l'origine américaine, pour les gens qui pensaient que le tapis devait aller aux États-Unis. Au moins, Peter a le fin fond de l'histoire là-dessus. Mais je dirais que cela a pris 309 heures. Je l'ai noté. Quelqu'un parmi nous notait les heures. Et j'ai fait la teinture, avec Shirley Lewis, je crois. On a utilisé de la pelure d'oignon. On voulait des teintures naturelles autant que possible, mais on savait que la couleur ne tiendrait pas. Un des documents que vous m'avez montré aujourd'hui confirme à quel point les couleurs du tapis étaient éclatantes au début, nettement plus qu'aujourd'hui. Et l'autre chose étrange dans le tapis, c'est la frange. Elle fait tout le tour. Je n'avais jamais vu ça avant. Le tapis était censé être un objet décoratif, très spécial. Alors, comme je l'ai dit, on a mis 309 heures. Finalement, on a installé le tapis dans la salle de séjour chez Shirley Lindsay. Et à 14, on l'a hooké. Et ça, c'est une autre histoire. J'ai insisté pour que tout le monde fasse des marquoirs pour vérifier qu'on était au même niveau, parce que j'étais comme ça. Ça ne dérangeait pas vraiment parce que quand on l'a retiré du cadre et qu'on l'a fait presser à la vapeur, il était parfaitement lisse. Lorsqu'on le voit, on s'en rend compte. C'était quelque chose, un objet intéressant, la teinture, puis les fils. Dans le tapis d'Abigail Smith, c'est du 8 fils. C'est du 8 fils. Mais on n'en a pas pu en trouver. Briggs and Little n'en avait pas. Il y a eu un incendie chez eux quelque part. Toujours est-il qu'il a fallu aller à l'île du Prince-Édouard, à la filature de laine, pour obtenir nos fils. Et pour les motifs, la teinture a été faite par moi et un autre membre du groupe, je crois. Et le fond est hooké avec, est-ce que c'est 2 noirs et 4 blancs cassés. Pour obtenir l'apparence qu'on voulait. Ou peut-être l'inverse. 4 noirs et 2 beiges, quelque chose comme ça. Comme je disais, on l'a hooké avec des fils différents. Oui, il faut dire qu'on a beaucoup discuté. Par exemple, on ne croyait pas que le tapis avait été hooké avec du 8 fils parce que c'était si inhabituel. Je nous vois en train d'ouvrir le tapis avec précaution pour l'examiner, parce qu'à certains endroits, on peut voir jusqu'à la grosse toile, certaines couleurs, en particulier celles des roses, n'ont pas bougé.
Donc, on a discuté pour voir si on devait faire la réplique du tapis actuel ou de l'original. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de décisions à prendre. On a fini par se décider. C'était une réplique. Alors il fallait qu'elle soit comme ce qu'on voyait. Voilà. Je crois que la seule vraie différence notable était la frange elle-même, parce qu'elle était presque toute usée. Mais elle était bel et bien là. Je crois me souvenir qu'on a mesuré les plus longs morceaux de frange qu'on a pu trouver. C'est comme ça qu'on l'a fait, un procédé inhabituel. C'était vraiment... En tout cas, la réplique a été produite. On a fait beaucoup de recherches et on a dû aller souvent là-bas et Peter était toujours très accueillant. Le processus était très intéressant et tout à fait justifié. Ce tapis est plein de mystères depuis le début, depuis que nous l'avons récupéré en 1944. Difficile de se souvenir de toutes les péripéties. Bon, une fois qu'il a été établi que New Maryland était au Nouveau-Brunswick, non aux États-Unis, il y avait le mystère d'Abigail Smith, la personne qui l'avait fait. C'était une autre question à résoudre. Alors je crois me souvenir que Noel Ireland a fait quelques recherches qui nous ont permis de conclure, dans les années 1990, que le tapis était probablement l'œuvre d'Abigail Smith, une institutrice de 40 ans qui vivait à New Maryland. Elle enseignait dans une école que son père avait construite pour elle, et nous avons obtenu des preuves de l'école avec les listes des élèves et de ce que l'on y enseignait. Abigail Smith enseignait la broderie et les travaux d'aiguille, qui faisaient partie du programme d'études. Nous avons même trouvé sa pierre tombale, sur laquelle il y avait une colombe, un autre lien avec un des motifs du tapis. Alors on s'est trouvé pas mal. Nous avons fait beaucoup de recherches et nous avons réellement trouvé ça fantastique. Il y avait 6 Abigail Smith dans le secteur. Dans les années 1860, au moment où le tapis a été confectionné, je dirais, il y a à peu près 5 ans, on a appris qu'un marquoir était apparu au musée York Sunbury de Fredericton. Il avait été donné par une jeune fille du nom de Susanna Smith. Il datait de 1853. Ce n'était pas négligeable parce que le marquoir avait 3 des motifs du tapis d'Abigail Smith. L'école, l'aigle et un vase rempli de fleurs. En plein les motifs des marquoirs, ce qui confirmait en quelque sorte les résultats de nos recherches. Et là, on avait un marquoir qui remontait 7 ans dans le temps, donc on a repris nos recherches, ou plus exactement, je suis retourné fouiner dans les dossiers de l'artefact et j'ai vu que dans les années 1940, une femme avait écrit pour nous informer qu'on disait dans sa famille que le tapis avait été fait par sa grand-mère, Abigail Smith, et qu'il avait été dessiné par sa grande-tante Susanna Smith pour Abigail, alors qu'elle était encore de très jeune femme. Alors le marquoir de Susanna Smith a réellement confirmé le contenu de la lettre que nous avions ignorée parce qu'en 1860, Abigail Smith n'avait que 13 ans. Cela nous avait semblé peu probable, sinon impossible, que quelqu'un d'aussi jeune fasse quelque chose de si important avec une telle maîtrise. Mais à ce moment-là, j'y ai repensé et je suis allé regarder les marquoirs du 18e siècle et du début du 19e. J'ai vu que des petites filles, à peine 5 ans ou 6 ans, faisaient des marquoirs brodés qui étaient tout simplement extraordinaires. Alors vous voyez, cette lettre avait toujours été là, mais il ne me l'a pas dit. Nous étions, enfin, mon arrogance me poussait simplement à penser qu'une adolescente était incapable de produire un tel travail. Alors on a simplement écarté cette idée. Mais c'est très bien d'être contraint et de remettre ses certitudes en question de temps en temps. C'est une bonne chose. On voit comment les professionnels peuvent agir,
comment ils peuvent travailler avec d'autres et comment chacun peut faire sa petite contribution en espérant que finalement, il en sortira quelque chose. Et justement, c'est à ça que sert le registre des tapis du Nouveau-Brunswick, à consigner ces informations pour que les gens n'aient pas à réinventer la roue, à commencer à zéro, ce que nous avons dû faire pour le tapis d'Abigail Smith. Dans le registre, je crois qu'il y a une possibilité, enfin une mince possibilité, de voir apparaître un tapis fabriqué durant la période allant du milieu de la fin du 19e siècle. D'après moi, il y a probablement plus de travail à faire dans les musées communautaires et les musées de comté à examiner leur collection de tapis pour voir les histoires qu'on peut découvrir. Je crois qu'on a de la chance d'avoir découvert qui était Abigail Smith, l'endroit où le tapis a été confectionné. C'est ce qui en fait une pièce importante dans l'histoire de cet artisanat au Canada. Je pense qu'il y a quelques tapis plus anciens et datés. D'après mes souvenirs, il y en a un qui date d'environ 1855, mais je ne sais pas exactement où il a été fait ni par qui. Alors, 1850 ou 1860, c'est le plus loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de la fabrication du tapis hooké au Canada. Même les éléments de preuve qu'on a aujourd'hui le confirment. J'ai parcouru des journaux personnels, étudié les listes de prix qui étaient remis aux foires de comté pour voir à quel moment des ouvrages de fantaisie étaient présentés. Ce genre d'ouvrage semble apparaître dans les années 1860 et le terme tapis hooké est utilisé vers 1870 pour une des catégories présentées aux foires de comté. Il y a d'autres choses importantes que, personnellement, j'aimerais voir dans la collection du musée. Par exemple, ce qui était produit à St. Andrews dans les années 1920 avec Grace Ellen Mowat. Certains tapis étaient faits par des femmes du coin. Et je sais aussi que la peintre canadienne Peggy Nicole McLeod faisait du hookage et des dessins que Madge Smith faisait exécuter dans son atelier dans les années 1940. Nous avons les patrons de Peggy Nicole McLeod, les dessins qu'elle a suggérés pour les tapis, mais je n'ai encore jamais vu un de ces tapis qui aurait survécu. C'est ce genre de choses que je cherche. Parce que si on pouvait utiliser ces patrons, peut-être que ça rapporterait un peu d'argent au musée. Notre collection compte environ 25 tapis, ce qui est très peu. Ce n'est vraiment pas assez pour commencer à généraliser sur la fabrication du tapis au crochet dans la province ou même pour une période en particulier. Sur ces 25 tapis, il y a plusieurs cas où on ne sait pas qui les a faits. Dans la collection, il y a 2 autres tapis qui, d'après moi, ont une certaine importance. On dirait que les gens ont le cœur qui bat plus vite quand on en parle. Ils sont faits avec des enveloppes de blé d'Inde. Un des 2 remonterait aux années 1860 et l'autre est daté de février 1900. Alors nous savons que c'est surtout au dernier quart du 19e siècle qu'une sorte de petite anomalie se produit dans les comtés de King et de Queens, dans le sud du Nouveau-Brunswick. Au lieu d'utiliser des morceaux de tissu ou du fil de laine, on utilise les enveloppes des épis pour hooker les tapis. D'ailleurs, j'ai une grosse toile de tapis qui est hookée avec ce matériau et un peu de laine au milieu. Mais c'est tout ce que je sais. Et il n'y a rien de sûr, ce sont des rumeurs. Il y a beaucoup d'activités, mais on n'a pas de preuves.
L'autre difficulté est l'influx de produits de fabrication commerciale, les patrons et les trousses en provenance du Maine ou de la Nouvelle-Écosse qui se sont beaucoup répandus. Ces tapis sont apparus partout. Ce que le registre semble avoir mis en évidence, ce sont les débuts de la fabrication du tapis au hockey acadien, juste après la Première Guerre mondiale sans doute. On commence à voir les tapis au hockey entrer dans une tradition artisanale. Et on voit beaucoup de tapis imprimés, le Blue Nose, les patrons Garrett et d'autres des États-Unis. Mais là encore, ils ne sont pas aussi anciens. C'était sûrement des produits vendus par Eaton, ce genre de choses. Mais les Acadiens semblent plus actifs, plus imaginatifs. Certains tapis qu'on a vus étaient aussi faits à partir de patrons, mais très souvent, il y a des modèles originaux. Ça, c'est excellent. Oui, je crois qu'il y a une tradition plus solide de tissage dans les communautés acadiennes qui a duré plus longtemps que dans beaucoup de communautés anglophones. Et donc, ce qu'on voit beaucoup, ce sont les tapis tissés qu'on utilise en Acadie, comme le type catalogne. Je crois qu'on s'en servait pour couvrir les planchers. C'est une tradition différente de celle du tapis houquet. Je crois que le registre est un moment fort dans l'histoire du tapis au Nouveau-Brunswick. Je pense que toute cette idée d'un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour saisir l'information maintenant, surtout auprès de gens qui sont encore avec nous et qui se souviennent des années 1920 et 1930, quand on faisait les tapis et qu'il y a un vide, je crois, vers la Deuxième Guerre mondiale, lorsque cela retombe un peu avant que l'on assiste à une renaissance graduelle. Je crois que le fait d'avoir des gens passionnés qui documentent l'histoire du tapis houquet au Nouveau-Brunswick pour la restituer, c'est vraiment un tournant historique. C'est merveilleux parce que ce mode d'expression permet de connaître l'histoire du Nouveau-Brunswick. Il éclaire en particulier le rôle joué par les femmes. Je crois que c'est important de prendre conscience que c'était surtout les femmes. Que c'était surtout les femmes qui hookent les tapis, même si certains hommes le faisaient aussi, comme aujourd'hui. Le registre nous raconte l'histoire du tapis hooké au Nouveau-Brunswick et l'histoire des femmes qui les ont fabriqués. Cela fait partie de notre histoire. Alors vous pensez qu'il est dangereux d'oublier le passé? Exactement. C'est exact, tout à fait vrai. Et je crois, ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est que cela fait comprendre un peu la professionnalisation de l'activité. Il ne s'agit pas juste de produire un objet utilitaire. Il y a plusieurs facettes, une communauté de gens engagés. Le tapis a une fonction, mais c'est aussi un mode d'expression en tant que tel, qui transcende un très grand nombre de frontières. Pour moi, un des avantages d'un endroit tel le Nouveau-Brunswick, c'est cette interaction entre les beaux-arts et les métiers d'art. Et cet univers intermédiaire avec tous les recoupements. Cela veut dire que cela a créé une base solide d'échange et d'après moi, c'est là où se rencontrent souvent le grand art et le grand artisanat. En fait, on a déjà mis le cap sur l'avenir parce que cet artisanat ne va pas tomber dans l'oubli. L'ancien ne sera jamais oublié.
mais nous sommes allés de l'avant avec différents dessins, avec une conception plus libre des motifs qu'on peut voir sur les murs de nombreuses maisons, comme dans mes propres tapis. Les gens les ont achetés pour orner les murs. Mes tapis ne recouvriront jamais un plancher, au moins tant qu'ils m'appartiendront. C'est là que ça devient un travail artisanal apprécié davantage comme forme d'art. Nous utilisons cette forme d'expression pour faire des vêtements et des sacs. J'en ai un avec moi qui est décoré avec des éléments hookés. Et on peut confectionner des bottes et d'autres articles. Ça évolue. Je continue à m'exprimer. Justement, c'est une forme d'expression, une forme d'art. C'est créatif. On peut faire des objets pour orner un mur, mais qui peuvent aussi répondre à d'autres besoins. Ils peuvent aussi bien servir de parure pour vous qu'à décorer un plancher. Alors, je pense que cela ne va pas disparaître. Selon moi, les conservateurs qui me suivront vont avoir un problème à résoudre. C'est tellement vaste, comme Doris le dit. La créativité qu'on met dans cette technique témoigne aussi de l'appréciation de ce qui a précédé. C'est certain. Pour moi, c'est lorsque ces deux choses vont de pair que l'on obtient un travail qui est réellement de très grande qualité.